avec Brigitte Bardot était la première. J'ai eu l'opportunité et le bonheur Personne n'aurait imaginé que Mireille Mathieu, symbole absolu de perfection depuis 6 décennies, cachait un secret capable de fissurer toute sa légende. Lors d'une interview paisible, elle lâche une phrase qui glace le studio. « Le plus grand amour de ma vie, je l'ai vécu dans le silence. Aucun nom, aucun visage, juste une vérité trop lourde pour rester enfouie. Et ce choc n'est que le début. Êtes-vous prête à découvrir ce qu'elle n'a jamais osé avouer ?» Après cette phrase foudroyante, un silence étrange a envahi la pièce. Un silence lourd, presque sacré, comme si le temps lui-même retenait son souffle. En avouant que le plus grand amour de sa vie avait été vécu dans le silence, Mireille Mathieu venait de faire trembler tout ce que l'on croyait savoir d'elle. Pourquoi maintenant, après 60 ans d'une discrétion impeccable, choisissait-elle d'ouvrir une brèche dans l'armure parfaite qui avait façonné sa légende? Son regard, perdu quelque part entre le passé et le présent, cherchait un visage que seule elle pouvait encore voir, un visage que personne n'aurait imaginé exister. Pendant que le public restait pétrifié, les réseaux s'enflammaient. Un amour secret, un homme de l'ombre, un choix impossible qui aurait marqué sa vie entière. Beaucoup se demandèrent déjà si cette révélation n'expliquait pas cette aura de solitude presque mystique qui l'accompagnait depuis ses débuts. Ce que le monde ignorait, c'est que cet aveu n'était pas spontané. Quelques mois plus tôt, en préparant un coffret anniversaire, elle avait retrouvé une lettre qu'elle croyait perdue à jamais. Glissée entre 2 partitions, jaunie, fragile, elle portait une vérité que même le temps n'avait pas réussi à effacer. Au bas de cette lettre, un prénom apparaissait, simple mais dévastateur, capable de réveiller un passé que Mireille avait tenté d'ensevelir sous la gloire et la discipline. Depuis ce jour, une nuance nouvelle traversait son regard, une douceur mélancolique, comme si la redécouverte de cette lettre avait fissuré l'armure qu'elle avait mis une vie entière à construire. Ce n'était plus la diva internationale que l'on percevait, mais la femme derrière le mythe. Celle qui avait aimé sans témoin, sans promesse, sans avenir possible. Peu à peu, une vérité bouleversante se dessinait. La plus grande voix de France ne s'était jamais autorisée à prononcer « Je t'aime » à celui qui avait compté plus que tous les autres. Et si cet homme avait été l'unique lumière de son existence, celui qu'elle avait dû sacrifier pour devenir une légende? Cette confidence n'était pas un simple aveu, mais l'ouverture d'un récit bien plus profond, où le silence, la célébrité et le destin s'entrelacent pour révéler l'amour le plus discret, le plus pur et peut-être le plus tragique de sa vie. Ce que Mireille venait de murmurer n'était que le premier fil d'une vérité que personne n'est encore prêt à entendre. À partir du jour où elle a retrouvé cette lettre oubliée, Mireille a senti quelque chose se déplacer en elle. Comme si le passé, longtemps étouffé sous des couches de tournée, de devoir, de silence et de perfection, revenait doucement frapper à la porte. Elle avait toujours cru pouvoir le maîtriser, le contenir, mais ce petit morceau de papier jauni avait ravivé une émotion qu'elle n'était plus certaine de pouvoir repousser. Et ce trouble intérieur ne passait pas inaperçu. Certains proches confiaient remarquer un léger tremblement dans sa voix lorsqu'elle répétait. Un regard plus sombre quand elle se retirait dans sa loge. Une fatigue nouvelle qui n'avait rien à voir avec son métier. Ce que personne n'imaginait, c'est que cette lettre n'était pas la seule trace de cet homme mystérieux. Dans un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des décennies, elle avait découvert un second souvenir. Une vieille photographie en noir et blanc, légèrement floue, où l'on distinguait 2 silhouettes d'enfants près d'un figuier, planté dans une cour ensoleillée d'Avignon. Mireille ne figurait pas sur cette photo, mais elle savait exactement qui l'avait prise. L'homme qui tenait cet appareil, l'homme qui avait capturé ce moment innocent, était celui qu'elle avait aimé toute sa vie sans jamais pouvoir le nommer. Depuis cette redécouverte, tout semblait prendre une autre couleur. Un parfum, une mélodie, un lieu, tout réveillait quelque chose. Et plus elle tentait de reprendre le contrôle, plus l'émotion gagnait du terrain. La femme qui, pendant 60 ans, n'avait jamais tremblé devant un micro, se surprenait désormais à perdre le fil lorsqu'elle évoquait ses débuts. Elle ne parlait pas encore de lui, mais on sentait qu'un chapitre entier, longtemps verrouillé, s'apprêtait à s'ouvrir malgré elle. Et c'est à ce moment précis qu'un fait inattendu survint, un détail que seuls quelques proches connaissent encore aujourd'hui.
Quelques semaines avant son fameux aveu public, Mireille avait secrètement demandé à un assistant de vérifier une information. Une adresse, une date, une trace, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé chercher durant toute sa carrière. Elle voulait savoir si l'arbre existait toujours. Cet arbre, ce figuier planté autrefois près de la petite maison d'Avignon. Celui dont la lettre retrouvée parlait. Celui qui, sans le dire clairement, représentait bien plus qu'un simple végétal. Un pacte muet, une promesse d'enfance, un symbole d'une histoire jamais vécue au grand jour. Lorsque son assistant est revenu avec la réponse, Mireille aurait, selon plusieurs témoins, posé sa main sur sa poitrine, comme si son cœur venait de rater un battement. Le figuier était toujours là. Plus grand, plus robuste, presque indestructible. Comme si, malgré le temps, malgré la distance, malgré les silences, quelque chose avait continué de vivre. Cette nouvelle a bouleversé Mireille au point qu'elle s'est retirée du public pendant plusieurs jours. Non pas pour fuir, mais pour affronter ce que, toute sa vie, elle avait refusé de regarder en face. La possibilité que cet amour, même vécu dans l'ombre, ait laissé une empreinte indélébile dans chaque choix, chaque chanson, chaque silence de son existence. Car si la gloire lui avait offert tout ce que le monde pouvait donner, elle lui avait aussi pris ce que le monde ne verrait jamais. Un avenir simple, imparfait, mais profondément humain. Et dans cette tourmente intérieure, une certitude nouvelle s'imposait. Elle ne pourrait plus longtemps garder ce secret pour elle seule. Tout en elle semblait pousser vers une révélation, une libération, une vérité qui ne demandait qu'à sortir de l'ombre après avoir été enterrée vivante pendant des décennies. Une vérité que même ses plus fidèles admirateurs ne soupçonnaient pas encore. Car l'identité de cet homme, le rôle qu'il a joué dans la vie de Mireille et la raison pour laquelle leur histoire n'a jamais pu exister au grand jour, tout cela restait encore à révéler. Et ce qui devait surgir ensuite était bien plus bouleversant que tout ce qu'elle avait laissé entendre jusque-là. Lorsque Mireille décida enfin de faire face à ce passé longtemps enfoui, un autre détail refit surface, un détail que même elle avait tenté d'oublier. L'identité de cet homme n'était pas un secret parce qu'il était célèbre, dangereux ou inaccessible. Non, il était secret parce qu'il appartenait à un monde que la gloire ne pouvait pas toucher. Un homme simple, presque invisible aux yeux de la société, mais essentiel à ses yeux. Ce n'était ni un producteur, ni un artiste, ni un diplomate, contrairement aux rumeurs. C'était quelqu'un d'Avignon, quelqu'un qui avait partagé son enfance avant que la lumière ne l'emporte ailleurs. Un garçon réservé, discret, qu'il avait encouragé bien avant que les caméras ne se tournent vers elle. Et à mesure que Mireille replongeait dans ses souvenirs, la silhouette de cet homme se précisait. Son regard doux, sa façon silencieuse de comprendre, sa présence rassurante dans un monde où elle se sentait souvent différente. Pourtant, ce qui bouleversait le plus Mireille n'était pas ce qu'ils avaient vécu, mais ce qu'ils n'avaient jamais eu le droit de vivre. Car dans les premières années de sa carrière, alors qu'elle devenait en quelques mois un symbole national, la pression médiatique avait été si forte qu'une seule rumeur aurait pu détruire l'image fragile que l'industrie construisait autour d'elle. Ses proches le savaient, son équipe encore plus, et un soir, on lui aurait même conseillé de couper tout contact avec certaines personnes du passé. Une phrase vague mais lourde de sens. Ce soir-là, Mireille n'a pas répondu. Mais elle a compris ce que l'on attendait d'elle. Et cet homme, sans qu'on ait besoin de le lui dire, avait choisi de disparaître lui-même. Il n'avait jamais cherché à s'imposer, jamais demandé à la rejoindre à Paris. Il avait senti que rester dans sa vie aurait signifié lui faire du mal. Alors il s'était effacé, doucement, sans accusation, sans reproche. Et ce silence-là, celui qu'il avait choisi par amour, avait été pour elle plus cruel que n'importe quel adieu. Les années passant, Mireille devenait mondiale, mais lui restait là-bas, dans les rues tranquilles d'Avignon, menant une existence modeste. On raconte qu'il demandait parfois des nouvelles d'elle à voix basse, à la boulangerie ou sur le marché, comme si prononcer son nom trop fort risquait de déranger quelque chose de sacré. Personne n'y voyait de malice. Personne ne devinait la vérité. C'était simplement Jean-Louis, un homme réservé parmi tant d'autres. Pour Mireille, redécouvrir sa lettre avait été un choc, mais apprendre ce qu'était devenu Jean-Louis sans elle l'avait bouleversé d'une façon plus profonde encore.
Dans les notes de son assistant, elle découvrit qu'il n'avait jamais fondé de famille, qu'il n'avait jamais quitté Avignon, qu'il vivait dans la même maison où il s'était bien connu enfant. Et lorsqu'elle lut qu'il était mort en 2018, seule une phrase s'échappa de ses lèvres. « Il a attendu trop longtemps ». Ce fut à ce moment qu'elle comprit que le silence qu'elle avait cru maîtriser toute sa vie s'était retourné contre elle. Elle avait voulu protéger son image, son art, son destin, mais en faisant cela, elle avait sacrifié la seule personne qui l'avait aimée sans condition. Cette prise de conscience, tardive mais brûlante, fut l'élément déclencheur de tout ce qui allait suivre. Le retour à Avignon, la visite au Figuier et finalement, la chanson bouleversante qu'elle révélera quelques mois plus tard. Car si Mireille avait vécu un amour interdit, ce n'était pas par choix mais par nécessité. Une nécessité imposée par la gloire, par l'époque, par un système où une femme devait être parfaite pour exister. Et maintenant que tout cela s'effondrait doucement, elle se retrouvait face à la vérité la plus douloureuse. L'homme qu'elle avait aimé en silence avait porté cet amour seul, jusqu'à son dernier souffle. Lorsque Mireille réalisa que Jean-Louis avait emporté son silence dans la tombe, une urgence nouvelle naquit en elle, une force qu'elle ne s'expliquait pas, mais qui la poussait à retourner là où tout avait commencé. Ce n'était pas un pèlerinage officiel, ni une visite orchestrée par son équipe. C'était un voyage intime, presque clandestin, qu'elle entreprit un matin d'hiver, accompagnée seulement d'un garde du corps et d'un chauffeur qui ignorait tout du véritable motif. À mesure que la voiture approchait d'Avignon, Mireille sentait son cœur battre plus vite. Les paysages familiers défilaient comme des fragments de mémoire. Les façades de pierre, les marchés qu'elle parcourait enfant, les ruelles où elle avait chanté pour la première fois sans même s'en rendre compte. Tout semblait identique, mais elle avait traversé un monde entier entre ses murs et ce retour silencieux. Arrivée devant la petite maison où vivait autrefois sa famille, elle resta un long moment immobile, incapable de descendre. L'air était froid, mais elle avait l'impression de respirer pour la première fois depuis longtemps. Ce qu'elle redoutait et espérait à la fois se tenait là, à quelques mètres. Le figuier. L'arbre qu'ils avaient planté ensemble, qu'ils avaient arrosé maladroitement avec des seaux trop lourds pour des enfants trop petits. L'arbre qui revenait dans la dernière lettre de Jean-Louis, comme un symbole silencieux de tout ce qu'il n'avait jamais pu se dire. Quand elle s'en approcha enfin, elle sentit ses jambes trembler. Le figuier était immense, solide, majestueux, comme si le temps n'avait fait que renforcer ses racines. Elle posa sa main sur l'écorce rugueuse et fut saisie d'un frisson. Ce n'était qu'un arbre et pourtant, c'était aussi tout ce qui restait de lui, de leur passé, de leurs promesses tacites. Un voisin âgé, intrigué par la présence de cette femme élégante, sortit sur le pas de sa porte. Il la reconnut aussitôt, mais au lieu d'être surpris, il sembla frappé par une douceur nostalgique. Il lui confia alors quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Vous savez, il venait souvent ici. Il se mettait juste en face de cet arbre et il restait là, longtemps, comme s'il attendait quelqu'un. Ces mots transpercèrent dans Mireille. Elle essaya de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle comprit à cet instant que Jean-Louis n'avait jamais cessé de croire qu'un jour, elle reviendrait. Pas en tant que star internationale, mais en tant que Mireille, la petite fille d'Avignon qu'il avait aimée avant que le monde ne la réclame. Elle resta sous le figuier de longues minutes, peut-être des heures. Le vent soufflait doucement, les feuilles bruissaient comme une mélodie lointaine, et elle se sentit submergée par un mélange de regret, de gratitude et d'apaisement. Pour la première fois, elle se permit de pleurer sans retenue. Non pas comme une diva, mais comme une femme qui venait de retrouver un morceau oublié de son âme. Avant de repartir, elle demanda un instant de solitude. Elle se pencha, ramassa un peu de terre au pied du figuier, puis coupa délicatement une petite branche qu'elle glissa dans un pot en terre cuite. Ce geste, simple en apparence, était en réalité une promesse. Celle de ne plus jamais laisser cet amour sombrer dans l'oubli. Ce voyage ne fut pas seulement un retour aux sources. Ce fut l'étincelle qui allait donner naissance à la chanson la plus intime de toute sa carrière. Une chanson née du silence, de la perte, de la mémoire et du figuier. Quelques mois après son voyage secret à Avignon, Mireille monta sur la scène des arènes de Nîmes pour un concert exceptionnel, annoncé comme une célébration de sa carrière.
Personne, pas même les musiciens, ne soupçonnait qu'un moment unique allait s'y produire. La soirée se déroulait parfaitement. Les classiques s'enchaînaient, la foule chantait avec elle, mais quelque chose dans son regard trahissait une gravité inhabituelle. Elle semblait plus fragile, plus vraie, comme si chaque note la ramenait au figuier d'Avignon. Puis, soudain, au lieu d'annoncer le morceau suivant, elle leva la main pour arrêter l'orchestre. Un souffle parcourut les arènes. Le silence tomba comme une chape. On aurait pu entendre une plume tomber. Mireille avança lentement vers le micro, ses doigts légèrement tremblants, son regard perdu dans une émotion que personne ne comprenait encore. « Ah, je voudrais chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée », dit-elle d'une voix douce, presque brisée. Le public se redressa. Certains échangèrent des regards étonnés. Et puis elle ajouta « Elle est pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie ». Un frisson traversa l'amphithéâtre entier. Les musiciens eux-mêmes furent figés. Ils ignoraient qu'un tel aveu était possible, venant d'une femme qui avait passé 6 décennies à préserver son intimité comme une forteresse. La première note résonna. Un simple accord de piano, fragile comme un souvenir. Mireia ferma les yeux. Et alors, le figuier en fleurs naquit dans l'air chaud de Nîmes. Sa voix d'habitude si contrôlée vibrait d'une émotion nue, presque douloureuse. Les paroles évoquèrent un amour tenu dans l'ombre, un arbre qui grandit sans témoin, une promesse silencieuse que le temps n'avait jamais effacée. Chaque mot semblait déposer un morceau de son âme au pied du public. À mesure qu'elle chantait, on devinait tout. La séparation, le sacrifice, la lettre retrouvée, la visite au figuier, l'homme qui avait attendu toute sa vie sans jamais rien demander. Les spectateurs comprirent qu'ils étaient en train d'assister non pas à une performance, mais à une confession, une libération, une réconciliation avec elle-même. Quand la dernière note s'éteignit, personne n'applaudit immédiatement. Il y eut un moment suspendu, irréel, où tout le monde retenait son souffle, incapable de briser la magie. Puis une ovation gigantesque éclata, plus longue, plus intense que tout ce qu'elle avait connu. Une ovation de 10 minutes. Non pas pour la légende, mais pour la femme qu'il venait enfin de découvrir. En coulisses, certains musiciens pleuraient. Un technicien raconta plus tard qu'il n'avait jamais vu Mireille aussi vulnérable, aussi vraie. Elle, pourtant, ne sembla pas chercher l'approbation. Elle restait immobile, comme apaisée pour la première fois depuis des décennies. Ce soir-là, quelque chose avait basculé définitivement. Elle n'avait pas seulement chanté. Elle avait ouvert la porte d'une vie secrète, d'un amour silencieux qui avait accompagné chacun de ses pas. Pour la première fois, sa légende ne reposait plus sur l'image parfaite d'une diva, mais sur la vérité profonde d'une femme qui avait aimé sans bruit, et dont la voix, enfin, pouvait résonner autrement. Car en dévoilant le figuier en fleurs, Mireille n'avait pas livré un secret. Elle avait rendu justice à un homme oublié du monde, mais jamais oublié de son cœur. Le lendemain du concert de Nîmes, la France entière s'éveilla sous le choc. Les journaux, les radios, les chaînes d'information en continu n'avaient qu'un seul sujet. Mireille Mathieu venait de révéler l'existence d'un amour secret, conservé dans l'ombre pendant plus de 60 ans. Les images de son interprétation de Le Figuier en fleurs tournaient en boucle. Même ceux qui n'étaient pas présents ce soir-là étaient bouleversés. Comme si, à travers cette chanson, elle avait ouvert une brèche dans la conscience collective. Rapidement, les spéculations se multiplièrent. Les chroniqueurs culturels tentèrent d'analyser chaque vers de la chanson, chaque silence, chaque tremblement de voix. Certains affirmaient que l'homme devait être un artiste connu, d'autres qu'il s'agissait d'un amour impossible lié à la politique internationale. Plus les théories circulaient, plus Mireille restait silencieuse, refusant délibérément de nourrir la curiosité. Mais ce silence ne faisait qu'attiser le feu. Les fans, eux, se mirent à chercher des indices. Ils fouillèrent les archives, les photos anciennes, les interviews poussiéreuses des années 60. Plusieurs internautes jurèrent avoir repéré un jeune homme discret à l'arrière-plan de certaines images d'Avignon. Un nom commença à circuler, Jean-Louis. Personne ne savait d'où il venait, mais le simple fait qu'il existe fit exploser les recherches. Avignon devint soudain le centre d'une enquête émotionnelle menée par des milliers d'inconnus. Pourtant, au milieu de ce brouhaha national,
un article en particulier fit sensation. Un journaliste local, âgé, publia un témoignage surprenant. Dans sa jeunesse, il avait entendu parler d'un garçon du quartier qui, chaque fois que Mireille passait à la télévision, quittait discrètement les cafés pour aller regarder l'émission chez lui. Seul, comme si c'était un rituel secret. Il écrivait parfois des lettres qu'il ne postait jamais. Selon le journaliste, ce garçon s'appelait effectivement Jean-Louis. La révélation provoqua une émotion collective. Les médias envoyèrent des équipes à Avignon, interrogeant voisins, commerçants, anciens camarades d'école. Beaucoup se souvenèrent de Jean-Louis comme d'un homme réservé, gentil, toujours prêt à aider, mais qui gardait pour lui ses pensées les plus profondes. Un voisin évoqua même, la voix tremblante, qu'il l'avait souvent vu s'arrêter devant un figuier, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Mais ce qui bouleversa le pays davantage encore fut la découverte d'un détail inattendu. Jean-Louis était décédé depuis plusieurs années. Cette révélation donna une dimension tragique à toute l'histoire. L'homme qui avait inspiré l'une des plus grandes voix de France avait disparu sans jamais avoir été reconnu, sans jamais avoir reçu la moindre lumière. Et pourtant, son absence résonnait désormais dans toute la nation. Devant l'ampleur de l'émotion, certains journalistes tentèrent d'obtenir une réaction de Mireille. Elle les remercia poliment, mais déclara simplement « Ce que j'avais à dire, je l'ai chanté ». Une phrase qui fit immédiatement le tour des médias. Elle ne confirma ni ne démentit quoi que ce soit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence valait toutes les explications. Ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se produisit en France. Des milliers de personnes, anonymes ou célèbres, partagèrent spontanément des messages de compassion, de respect et de gratitude. Ils comprenaient qu'ils n'avaient pas seulement découvert un secret, mais une part intime de ce que signifie être humain. Aimer sans bruit, perdre sans éclat, se souvenir en silence. Et si les spéculations continuaient, une certitude se formait peu à peu dans le cœur du public. L'histoire que Mireille avait révélée n'était pas un scandale. C'était une leçon de vie, un hommage, une blessure, une vérité douce amère qui allait marquer pour toujours la fin de carrière de l'une des plus grandes artistes françaises. Au milieu de la tempête médiatique qui secouait la France, Mireille, elle, demeurait étonnamment calme. Là où d'autres auraient été submergés par l'attention, elle semblait flotter au-dessus du vacarme, comme si le tumulte extérieur ne faisait qu'amplifier une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Depuis le concert de Nîmes, quelque chose s'était déplacé en elle. Un poids ancien avait glissé de ses épaules. Un poids qu'elle portait depuis l'adolescence sans jamais oser le nommer. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus à jouer un rôle. Elle n'était plus la diva impeccable, la représentante de la France, la femme sans faille que l'on exhibait comme un symbole. Elle était simplement Mireille, une femme qui avait aimé et qui avait perdu. Et étrangement, cette vulnérabilité nouvelle ne la fragilisait pas. Elle la rendait plus forte, plus vraie, plus humaine. Elle se surprenait même à respirer différemment, comme si chaque inspiration ouvrait une fenêtre sur un futur plus léger. Ses proches remarquèrent immédiatement ce changement. Elle riait davantage, d'un rire plus spontané, moins contrôlé. Elle restait un peu plus longtemps à table après les repas, racontant des anecdotes qu'elle n'avait jamais évoquées auparavant. Quand on lui parlait du concert, elle souriait doucement, mais sans chercher à commenter. Elle laissait les autres interpréter, imaginer, ressentir. Le silence qu'elle avait autrefois utilisé pour se protéger devenait maintenant un refuge apaisant. Pourtant, dans cette tranquillité nouvelle, il y avait aussi un fond de mélancolie. Une mélancolie douce, presque lumineuse, qui ne cherchait pas à raviver la douleur, mais à lui donner un sens. Mireille savait que ce qu'elle avait partagé avec le public n'était pas une faiblesse. C'était un hommage, un geste d'amour qui traversait enfin les frontières qu'elle s'était imposées durant toute sa carrière. Et dans cet hommage, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu, la liberté de dire sans dire, d'avouer sans s'exposer. Un soir, alors qu'elle feuilletait de vieux albums de photos, elle tomba sur une image d'Avignon. Non pas celle du figuier, mais une photo de rue, banale en apparence. Pourtant, elle la fixa longuement, comme si elle attendait qu'un souvenir se révèle. Au lieu de pleurer, elle sourit. Elle comprit que la douleur n'efface pas la beauté d'un souvenir. Elle la magnifie.
Elle réalisa aussi que, pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait plus peur de se rappeler. Les médias continueront d'insister, proposant interviews, documentaires, émissions spéciales. Certains allaient même jusqu'à lui offrir des sommes astronomiques pour obtenir la vérité complète. Mais Mireille refusait calmement chaque demande. Ce qu'elle avait dit sur scène était suffisant. Ce qu'elle avait laissé dans la chanson était plus clair que n'importe quelle explication. Et ce qu'elle gardait dans son cœur n'appartenait à personne d'autre. Peu à peu, le pays comprit ce silence. Il n'était plus frustrant. Il était respecté, admiré. Les artistes plus jeunes lui rendaient hommage, non pour sa carrière immense, mais pour son courage d'avoir brisé le mythe de la perfection. Certains affirmaient même que ce moment de sincérité avait davantage marqué l'histoire de la musique que n'importe quel album. Et dans le calme qui suivit l'orage médiatique, Mireille sentit qu'un nouveau chapitre commençait. Un chapitre différent, moins éclatant, mais infiniment plus vrai. Elle n'avait plus besoin de cacher ce qu'elle avait perdu, ni de dissimuler ce qu'elle avait été. Elle avançait désormais avec une certitude nouvelle. Parfois, il suffit d'un aveu murmuré, d'une chanson offerte, d'un figuier qui survit au temps, pour rendre à une vie entière toute sa lumière. Si l'histoire de Mireille vous a touché, alors prenez un instant pour ressentir toute la force silencieuse qu'elle a apportée durant sa vie. Derrière la légende, il y avait une femme qui a aimé sans bruit, qui a sacrifié ses émotions pour offrir au monde sa voix. Ce qu'elle a révélé n'est pas un scandale, mais un rappel profondément humain. Même les êtres les plus admirés portent des blessures invisibles et des souvenirs qu'ils n'osent pas toujours partager. Aujourd'hui, nous pouvons lui offrir quelque chose en retour. Notre compréhension, notre tendresse, notre respect. Montrez-lui que son courage n'a pas été vain. Montrez-lui que son aveu, aussi discret soit-il, a trouvé un écho dans nos cœurs. Si vous souhaitez soutenir cette série d'histoires vraies et émouvantes, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne. Chaque geste compte et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à raconter ces récits que personne n'a jamais osé dire à voix haute. Et souvenez-vous de la leçon que nous laisse cette histoire. Dans la vie, l'amour n'a pas toujours besoin d'être visible pour être réel. Parfois, les émotions les plus profondes se vivent en silence, mais elles n'en sont pas moins vraies. Prenez soin des personnes que vous aimez, tant qu'il est encore temps.